Kofi et son épouse Abena formaient un couple uni, respecté de tous. Leur amour était sincère, et leur mariage était l'exemple parfait d'une union harmonieuse. Cependant, malgré leur bonheur, une ombre persistait dans leur foyer. Après 5 années de mariage, Abena n'avait toujours pas conçu d'enfant. Dans leur culture, avoir une descendance était une bénédiction divine, et l'absence d'enfant commençait à peser lourdement sur le couple, particulièrement sur Abena. Lorsqu'Abena tomba enfin enceinte, Kofi ressentit une immense joie, comme si le destin lui accordait enfin ce qu'il avait tant désiré. L'homme, d'ordinaire réservé et mesuré, laissa éclater son bonheur sans retenue. Il prit soin de sa femme avec une dévotion presque exagérée, veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Chaque jour, il lui apportait des mets spéciaux préparés par sa propre mère, qui lui assurait que ses repas traditionnels garantiraient la bonne santé de l'enfant à naître. Il s'assurait également qu'Abena prenne les meilleures vitamines, et il allait jusqu'à consulter des guérisseurs et des sages du village pour obtenir des bénédictions supplémentaires. La grossesse avançait sereinement, et à chaque échographie, Kofi espérait entendre une nouvelle rassurante. Le jour où le médecin annonça que l'enfant était une fille, son émotion fut indescriptible. Lui, qui avait grandi entouré de 5 frères, n'avait jamais eu la chance d'avoir une sœur. Cette fille serait donc une double bénédiction, son enfant tant attendu et la petite sœur qu'il avait toujours secrètement désirée. Pris d'une euphorie incontrôlable, Kofi commença à acheter d'innombrables vêtements, jouets et accessoires pour sa future fille. Il décorait déjà sa chambre avec des couleurs vives et des dessins traditionnels, racontant des histoires de princesses et de guerriers. Son enthousiasme était tel qu'il se levait parfois en pleine nuit pour caresser le ventre d'Abena, lui parlant doucement comme si l'enfant pouvait déjà l'entendre. Lorsque le jour de l'accouchement arriva, Kofi était plus nerveux qu'Abena elle-même. Il parcourait la salle d'attente d'un pas fébrile, priant dans un murmure ininterrompu. Puis, enfin, un cri de nouveau-né retentit. Il se précipita dans la chambre, lorsqu'il vit sa fille pour la première fois, ses yeux se remplirent de larmes. Il la prit dans ses bras avec une délicatesse infinie et murmura « Tu es ma précieuse Aigreko. Mon soleil. » Dès ce jour, la vie de Kofi changea radicalement. Il devint un père entièrement dévoué à sa fille. Il ne la quittait jamais des yeux, veillant sur elle comme un gardien inflexible. Il refusait de la confier aux nourrices du village, insistant pour s'occuper personnellement de chaque bain, de chaque repas, de chaque moment de sommeil. Lorsqu'Aigreko pleurait, il était le premier à accourir, la berçant jusqu'à ce qu'elle retrouve le sommeil. Même lorsqu'Abena tentait de la consoler, Kofi la reprenait aussitôt, comme si seul son contact pouvait apaiser leur enfant. Abena, d'abord attendrie par cet amour débordant, commença peu à peu à ressentir une étrange solitude. Elle voyait son mari, autrefois si attentif à elle, concentrer toute son énergie sur leur fille. Il ne lui demandait plus si elle avait bien dormi, s'il lui fallait quelque chose. Il ne remarquait même plus ses moments de fatigue. La nuit, alors qu'elle espérait un moment de tendresse, Kofi dormait à côté du berceau, tenant parfois la main de la petite Aigreko dans son sommeil. Le temps passa, et l'attachement de Kofi pour sa fille se renforça encore davantage. Aigreko était son univers, son souffle. Lorsqu'elle commença à parler, il fut le premier à entendre ses balbutiements. Lorsqu'elle fit ses premiers pas, il la filma fièrement et montra la vidéo à tout le village. Il la portait sur ses épaules partout où il allait, refusant qu'elle marche trop longtemps pour ne pas fatiguer ses petites jambes. Un jour, Abena tenta de discuter avec son mari. « Kofi, je suis heureuse que tu aimes notre fille, mais tu dois aussi penser à notre couple. J'ai l'impression d'être une étrangère dans ma propre maison. » Mais Kofi éclata de rire, pensant qu'elle plaisantait. « Abena, notre fille est notre plus belle bénédiction. Tout ce que je fais, c'est par amour pour elle. Tu devrais être heureuse de voir à quel point elle est chérie. » Abena ravala ses larmes et se résigna. Après tout, son mari n'aimait pas une autre femme. Il aimait leur fille. Cela ne pouvait pas être une mauvaise chose, du moins, c'est ce qu'elle essayait de se convaincre. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistante commençait à naître. Plus Kofi s'attachait à Aigreko, plus elle sentait que cet amour, bien que sincère, devenait excessif. Elle se demandait jusqu'où cela irait et si, un jour, elle retrouverait la place qu'elle occupait autrefois dans le cœur de son mari. Le temps passa, et l'attachement de Mike pour sa fille Angèle devint de plus en plus excessif. Il ne supportait pas de s'éloigner d'elle et faisait en sorte qu'elle soit toujours à ses côtés. Que ce soit pour aller au marché, au restaurant, ou même à des réunions professionnelles, il trouvait toujours un prétexte pour l'emmener avec lui. Joy, quant à elle, observait cette relation avec inquiétude. Ce n'était plus seulement l'amour d'un père pour sa fille, mais une obsession qui empiétait sur leur vie de couple. Lorsque la famille devait sortir ensemble, Angèle s'imposait comme la priorité absolue de Mike. Lorsqu'ils montaient en voiture, la petite insistait pour s'asseoir à l'avant, reléguant sa mère à l'arrière. « Maman, c'est ma place. Papa et moi, nous devons être ensemble devant », disait-elle avec insistance.
Mike, au lieu de corriger ce comportement, riait et lui cédait toujours cette place. Elle est encore petite, Joy. Laisse-la profiter, répétait-il sans se soucier des sentiments de sa femme. L'éducation d'Angèle était entièrement centrée sur son père. Il se chargeait personnellement de la déposer et de la récupérer à l'école, la couvrait de cadeaux et ne lui refusait rien. Toute demande, aussi extravagante soit-elle, était immédiatement satisfaite. Ma princesse mérite tout ce qu'il y a de mieux, disait-il fièrement. Cette éducation sans limite forgea chez Angèle un comportement capricieux et possessif. Elle voyait en son père son unique repère et rejetait toute personne qui tentait de se rapprocher de lui, y compris sa propre mère. Un jour, alors qu'une des nounous s'occupait d'Angèle et lui donnait son biberon, la petite s'étrangla légèrement et se mit à tousser. Mike, qui prenait son bain, entendit la toux de sa fille et sortit précipitamment de la salle de bain, encore à moitié trempé. Lorsqu'il vit la nounou tenant Angèle dans ses bras, il s'emporta violemment. « Que as-tu fait à ma fille » hurla-t-il, sans même chercher à comprendre. La nounou, terrorisée, tenta de s'expliquer, mais avant même qu'elle ne termine sa phrase, Mike lui asséna une gifle brutale. « Sors immédiatement de ma maison. Je ne veux plus jamais te voir ici, lança-t-il furieux. Joy assista à la scène sans pouvoir dire un mot. Elle voulait protester, mais elle savait que cela ne ferait qu'envenimer la situation. Mike voyait toute personne qui approchait Angèle comme une menace, même ceux qui étaient censés l'aider à prendre soin d'elle. Avec le temps, cette relation prit une tournure encore plus inquiétante. Un soir, Joy surprit son mari et sa fille partageant un moment intime inapproprié. Son sang se glaça en voyant la scène. Son cœur s'emballa, et elle sentit un frisson d'horreur parcourir son échine. « Mike, c'est quoi ça ? Tu dépasses les limites », s'écria-t-elle, la voix tremblante de colère et de panique. Mike, pris au dépourvu, tenta de minimiser la situation. « Tu exagères, Joy. C'est juste une démonstration d'amour entre un père et sa fille. Arrête d'imaginer des choses, dit-il d'un ton détaché. Mais Joy savait que ce n'était pas normal. L'attachement entre Mike et Angèle était devenu toxique, malsain. Ne sachant plus vers qui se tourner, elle décida de se confier à sa belle-mère, espérant qu'elle pourrait raisonner son fils. Mais la vieille femme, bien que troublée par ce qu'elle entendait, refusa de croire que son fils pouvait agir ainsi. « C'est impossible, Joy. Mike aime beaucoup Angèle, mais jamais il ne ferait une chose pareille. Tu es sûrement trop stressé. Repose-toi un peu et arrête de voir le mal partout, lui répondit-elle, balayant ses inquiétudes d'un revers de main. De son côté, Angèle développa une possessivité maladive envers son père. Elle ne supportait pas de le voir en compagnie d'une autre femme, y compris sa propre mère. Chaque fois que Joy tentait d'avoir une conversation sérieuse avec Mike, Angèle intervenait bruyamment, trouvant un moyen de détourner l'attention de son père. « Papa, viens jouer avec moi. Papa, regarde ce que j'ai dessiné », disait-elle à chaque occasion, interrompant systématiquement Joy. À l'école, la situation se dégrada. Angèle n'avait pas d'amis. Elle passait son temps seule, absorbée par ses pensées obsédantes envers son père. Ses notes commencèrent à chuter, et ses professeurs s'inquiétèrent de son comportement. Elle semblait souvent perdue, griffonnant dans un petit carnet qu'elle gardait toujours avec elle, refusant que quiconque y jette un œil. Lorsqu'une enseignante tenta de lui en parler, Angèle réagit de façon violente. « Ne me touchez pas. Vous n'avez pas le droit de me parler, hurla-t-elle en renversant sa chaise. Un jour, un événement marqua un tournant décisif. Lors d'une réunion parents-professeurs, Mike se retrouva à discuter avec la directrice de l'école. Angèle, qui les observait de loin, vit rouge en voyant son père échanger avec une autre femme. Son regard se remplit de fureur. Sans prévenir, elle se précipita vers eux, son visage déformé par la jalousie. « Laissez mon père tranquille. Il est à moi », cria-t-elle, provoquant un silence choqué parmi les parents présents. La directrice, stupéfaite, tenta de calmer la fillette. « Ma chérie, ton papa a le droit de parler avec d'autres adultes, dit-elle doucement. » Mais Angèle, hors d'elle, attrapa un stylo dans sa poche et tenta de l'attaquer. Il fallut l'intervention de plusieurs enseignants pour la maîtriser. Suite à cet incident, Angèle fut suspendue de l'école. Lorsqu'elle rentra à la maison avec son père, elle jeta son sac à dos dans un coin et se réfugia dans sa chambre sans dire un mot. Mike, lui, était anéanti. Il n'avait jamais imaginé que la relation qu'il entretenait avec sa fille pouvait conduire à une telle situation. Joy, qui avait suivi toute la scène, explosa de colère. « Tu vois ce que tu as fait, Mike ? C'est ta faute. Tu as transformé notre fille en une enfant instable, » s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, alors que Mike et Joy tentaient de comprendre comment ils en étaient arrivés là, Angèle restait enfermée dans sa chambre, serrant contre elle son carnet secret. Dedans, elle avait écrit des phrases troublantes. « Papa, tu es tout pour moi. Je t'aime plus que tout. Maman ne mérite pas d'être avec toi. Nous devons être ensemble, juste toi et moi. » Mike, en lisant ces mots, sentit son cœur se serrer.
Il comprit alors l'ampleur du problème. Son amour excessif avait nourri une obsession dangereuse chez sa fille. Mais comment revenir en arrière? Comment réparer ce qu'il avait inconsciemment détruit? La situation devenait incontrôlable, et une solution devait être trouvée avant qu'il ne soit trop tard. La situation dans la famille de Mike, Joy et Angel atteignit un point critique lorsque l'attitude obsessionnelle de la jeune fille la conduisit à être suspendue de l'école. Son comportement agressif et possessif à l'égard de son père avait alarmé les enseignants et les élèves. Joy, profondément inquiète, fouilla un jour la chambre d'Angel et tomba sur son journal intime. Ce qu'elle y découvrit la bouleversa, des pages remplies de déclarations obsessionnelles envers son père, des mots empreints d'un amour exclusif et maladif. Le cœur serré, Joy tenta une dernière fois de parler à Mike, mais il refusa encore une fois de voir la vérité en face. Désespérée, elle se tourna vers sa belle-mère, puis vers un spiritualiste recommandé par une amie. Ce dernier suggéra un rituel coûteux pour rompre ce qu'il décrivait comme une attache spirituelle malsaine. Joy accepta de tenter cette voie, mais malgré les incantations et les sacrifices, Angel ne changea pas. Ce fut un événement fortuit qui amorça le véritable tournant dans leur histoire. Un jour, Mike retrouva un ancien ami d'université, Samuel, devenu thérapeute spécialisé en relations familiales. Samuel, voyant l'inquiétude dans les yeux de Mike, insista pour qu'il vienne le voir avec Angel. Au départ sceptique, Mike finit par céder, convaincu par Joy et la pression familiale. Lors des premières séances, Angel refusa de parler, restant mutique et méfiante. Mais Samuel usa de patience et d'empathie, lui posant des questions indirectes, l'aidant à exprimer ses émotions à travers le dessin et l'écriture. Peu à peu, Angel se laissa aller, avouant son angoisse profonde d'être séparée de son père, sa peur de ne pas être aimée si elle ne lui appartenait pas exclusivement. Mike, quant à lui, dut aussi se confronter à ses propres blessures. Il réalisa qu'il avait projeté sur sa fille un manque affectif issu de son enfance. Ayant grandi sans figure maternelle forte, entouré de frères brutaux et d'un père distant, il avait idéalisé la relation père-fille au point d'en faire une obsession. Samuel l'aida à comprendre qu'un amour parental sain impliquait des limites claires et une indépendance émotionnelle. Avec le temps et les séances de thérapie, Angel commença à changer. Elle apprit à gérer ses émotions, à s'ouvrir aux autres et à voir son père comme un parent et non comme un être à posséder. Son agressivité diminua, et elle se fit enfin des amis à l'école. Mike, de son côté, réapprit à accorder une place à Joy dans sa vie et à restaurer l'équilibre familial. Un soir, après une journée passée à discuter avec sa mère et à jouer avec ses nouveaux amis, Angel alla voir Joy dans la cuisine. Pour la première fois depuis des années, elle lui dit avec sincérité « Je t'aime, maman ». Les larmes aux yeux, Joy la serra contre elle, sentant enfin un espoir renaître. La morale de cette histoire est que l'amour parental, bien que fondamental, doit être équilibré. Un attachement excessif peut devenir toxique et nuire au bien-être de l'enfant et de toute la famille. La communication, l'écoute et l'accompagnement psychologique sont essentiels pour guérir des blessures invisibles et restaurer l'harmonie familiale.